Nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette soirée avec l'intervention de Jérôme Fourquet, que je vais inviter à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bienvenue Jérôme en Côte d'Armor. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je me risque à une courte biographie pour présenter notre invité, à compléter si besoin bien entendu. Analyste politique, vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP depuis 2011. Vous avez effectué l'ensemble de votre carrière au sein d'instituts de sondage. Vos travaux portent en particulier sur les comportements et attitudes politiques en lien avec les religions, l'immigration et les questions d'identité. Vous êtes également expert en géographie électorale. Vous intervenez régulièrement dans les médias français et vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment avec la Fondation Jean Jaurès et la Fondation pour l'innovation politique. Auteur de l'Archipel français publié en 2019, pour lequel vous avez reçu le prix du livre politique. Vous êtes le co-auteur de La France sous nos yeux avec Jean-Laurent Cassely. Avant de vous laisser la parole, Jérôme, je m'adressais à Olivier Michel. Pourriez-vous nous expliquer les raisons qui ont motivé votre choix d'inviter Jérôme parmi nous ce soir ? Déjà, on est tombés tous les deux d'accord pour inviter Jérôme. Donc, moi, j'ai plaisir en tout cas à vous écouter régulièrement sur les ondes de radio ou télé, nos émissions. Et je trouve que Jérôme est très, très pédagogue. Il nous renvoie parfois à nos contradictions très basiques. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant et j'ai en tout cas plaisir à vous écouter. Donc, merci pour la venue ici en Côte d'Armor en tout cas. Voilà, et puis l'objectif, c'est aussi de nous aider à mieux comprendre la grande métamorphose de la société française. Donc, Jérôme, on compte sur vous pour faire un résumé du livre « La France sous nos yeux », en passant à la fois du niveau national, avec aussi quelques focus plus régionaux, voire costarmoricains, si vous le souhaitez, avec notamment des thématiques qui nous intéressent tout particulièrement autour des, vous l'avez entendu, des transitions de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des grandes évolutions sociétales. Vraiment, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. En tant que spécialiste de la géographie électorale, vous avez peut-être un peu de travail par les temps qui courent. Donc on apprécie d'autant plus votre présence avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci Michel, merci Olivier. Jérôme, comment préférez-vous ? Oui, vous avez ici quelque chose qui va vous permettre de dérouler les différents écrans. Vous avez un micro, si besoin, vous avez ceci également. La parole est à vous. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous ce soir. Donc, dans le délai imparti, comme ça a été indiqué, je vais essayer de résumer un certain nombre de grandes thèses qu'on a, avec mon co-auteur Jean-Laurent Cassely, défendues dans ce livre « La France sous nos yeux » qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Alors, rassurez-vous, on ne parlera pas de géographie électorale ce soir. Il y a une espèce de clause de neutralité, hein, on est en période électorale. Mais on a beaucoup de choses à dire sur cette transformation très profonde que la France, mais la Bretagne également, a vécue au cours des dernières décennies. Le propos du livre, ou l'ambition du livre, vise à répondre à deux objectifs. D'une part, essayer de raconter, mettre en scène ces transformations très profondes que le pays a connues depuis le milieu des années 80 jusqu'à nos jours, ce que nous avons appelé la grande métamorphose. Et puis le deuxième objectif était d'essayer de dresser le panorama le plus exhaustif possible du produit fini ou semi-fini, c'est selon, qui est sorti, qui a résulté de cette métamorphose, qui est sorti de la chrysalide et du cocon, et que nous avons appelé dans le livre la France d'après, c'est-à-dire la France dans laquelle on vit tous collectivement, celle que nous avons sous les yeux quotidiennement, mais dont on n'a pas forcément conscience des transformations très profondes qu'elle a subies. Alors assez rapidement, pour ne pas vous assommer de chiffres, on développera trois thématiques successives. Tout d'abord, ce qui s'est passé, alors on est ici au Crédit Agricole, ce qui s'est passé en matière économique, parce que c'est central pour comprendre la suite des événements, avec le passage d'une économie qui était jusqu'au début des années 80 encore très fortement organisée autour de la production, donc l'industrie, l'agriculture, la pêche dans un certain nombre de vos territoires, à une économie qui tourne aujourd'hui, dans tous les sens du terme, d'abord
autour de la consommation, du tourisme, des loisirs et donc également de la logistique. On verra dans un deuxième temps ce qu'on a appelé la démoyennisation, autre grand phénomène de ces 40 dernières années. Et puis, on finira sur un autre processus assez spectaculaire dans ses conséquences et ses manifestations concrètes, qui est l'ouverture croissante de notre pays aux influences culturelles étrangères. Alors, sans plus attendre donc cette première partie, le changement du modèle économique. Nous avions donc jusqu'au début des années 80 une activité qui économiquement était d'abord et avant tout tournée autour de la production, avec deux piliers majeurs, l'industrie et l'agriculture, notamment ici en Bretagne. Et puis, on pouvait rajouter ici en Bretagne et dans certaines autres zones littorales, la question également de la pêche. Or, tous ces secteurs ont été très fortement touchés, fragilisés, et ont vu leur poids et leur part d'activité sur le territoire se réduire considérablement en l'espace de quelques décennies. Alors bien évidemment, tout ce dont on parle là n'a pas commencé dans le début des années 80, mais nous sommes tous collectivement victimes de ce qu'on pourrait appeler des images rétiniennes, c'est-à-dire des images qui nous collent un peu au cerveau et qui nous empêchent de penser la suite du film. Si on faisait un sondage dans cette salle, si je vous parlais de la désindustrialisation, à quoi ça vous ferait penser? Ça vous renverrait sans doute à ce qui s'est passé dans les charbonnages, dans le textile, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la sidérurgie en Lorraine ou les chantiers navals sur un certain nombre de nos littoraux. Vous auriez tout à fait raison, tout ça s'est passé dans les années 70, sauf que le processus de désindustrialisation ne s'est jamais arrêté et n'a jamais cessé depuis. Si on prend uniquement la période 2008 à nos jours, pourquoi 2008? C'est la dernière grande crise économique que le pays ait connue. Entre 2008 et aujourd'hui, la France a perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés. 940 sites depuis 2008. Et vous voyez sur la diapositive suivante, on a représenté sur cette carte l'ensemble de ces sites industriels de plus de 50 salariés qui ont fermé depuis 2008. Pas depuis les années 80, depuis 2008. Et vous voyez que toutes les régions sont touchées sans exception, puisque toutes les filières ont été frappées par ce phénomène de désindustrialisation, alors soit des délocalisations, soit des réductions d'effectifs, soit le fait que le produit qui était proposé ne correspondait plus aux attentes, soit aussi des choix économiques et financiers. Vous voyez que la Bretagne n'a pas été épargnée, puisque notamment son secteur agroalimentaire a été touché assez durement ces dernières années, et même s'il reste encore une activité importante et un certain nombre de fleurons, on se souvient que dans les mois et années qui ont précédé le déclenchement de la crise des bonnets rouges, par exemple, on avait connu en Bretagne un certain nombre de fermetures de sites industriels. On pourrait parler aussi, pas très loin de chez vous, de ce qui s'est passé dans la région de Lannion, avec toute la filière télécom qui a été très durement touchée par ce processus de désindustrialisation. Si on devait résumer un petit peu ce passage d'un modèle économique à un autre, alors je vais prendre là un exemple très francilien, vous m'en voulez pas trop, mais il est assez parlant. Ça s'est passé, comme je vous l'ai dit, au cours des 40 dernières années, mais on pourrait retenir un moment emblématique, qui est le printemps 1992. Alors ça tombe bien, on va fêter donc dans quelques jours le 30e anniversaire, enfin fêter, je ne sais pas, de ce phénomène. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt, à côté de Paris, qui a été, vous savez, la grande forteresse ouvrière, la grande citadelle industrielle qui a marqué notre histoire sociale. Il y avait encore 4000 salariés chez Renault-Billancourt en 1992, et le 31 mars, l'usine s'est arrêtée aux portes de Paris. Et 12 jours plus tard, toujours en Île-de-France, 12 avril 1992, c'était l'inauguration en grande pompe de Disneyland Paris. Et donc vous voyez comment on passait d'un univers à l'autre, l'univers de la production à celui du tourisme et de la consommation. Alors Disney, c'est aujourd'hui, hors période Covid, 15 à 16 000 salariés. C'est le premier employeur monosite de France. C'est la première destination touristique européenne, donc française, et donc c'est une locomotive économique de première importance. Ce n'est pas uniquement une locomotive économique, c'est également aussi un foyer de diffusion, on y reviendra tout à l'heure, de la culture américaine, et c'est aussi un lieu qui est extrêmement visité.
Si on s'intéresse aux 18-35 ans, donc ce que nous on a appelé la génération de la France d'après, celle qui a grandi dans cette France qui s'est métamorphosée, ces 18-35 ans, ils sont nés au moment ou après l'ouverture de Disney. Eh bien, sur cette génération-là, en France entière, qu'ils habitent ici à Saint-Brieuc ou à Brest, à Strasbourg, à Perpignan ou à Lille, 3/4 d'entre eux sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Donc si on était un peu grinçant, on pourrait dire qu'ils ont tous effectué le pèlerinage. Et comme on est en période électorale, vous savez qu'il y a certains candidats qui parlent beaucoup d'identité nationale. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une identité ? Eh bien, c'est des lieux, des références qu'on a en commun, des moments qu'on partage, des références collectives. Et on peut dire que du coup, dans cette France d'après, Disney, aujourd'hui, fait partie de l'ADN ou des références communes de toute une génération. Alors je referme la parenthèse sur Disney pour revenir à la question de la désindustrialisation. Billancourt ferme, mais nous sommes aux portes de Paris. Les terrains valent très cher et donc on peut reconvertir sans trop de difficultés ce site. En revanche, dans pas mal d'autres endroits, quand on n'est pas au bord de la mer, au bord d'une 4 voies, d'une autoroute, à proximité d'une grande métropole ou dans une zone où il fait beau toute l'année, c'est très difficile de recréer de l'activité. Et donc dans de nombreuses petites villes ou des villes moyennes, quand l'usine a fermé, l'hôpital du coin ou la grande surface deviennent souvent le premier employeur local. Donc on voit comment cette activité industrielle a progressivement quitté nos territoires et comment tout ça s'est transformé. Alors c'est à la fois des emplois qui ont disparu, mais c'est aussi des fiertés. On travaillait à l'usine, dans telle usine, parfois de génération en génération. C'est ce qui avait marqué l'histoire de territoires entiers. Et donc aujourd'hui, c'est d'autres imaginaires, d'autres classes sociales qui ont remplacé tout ce monde qui s'est effondré. Un autre pilier, je l'ai dit tout à l'heure, de cette économie productive, c'est ou c'était l'agriculture. Alors, nous sommes ici au Crédit Agricole, dans les Côtes d'Armor de surcroît, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, bien évidemment, l'agriculture pèse encore dans notre paysage, notamment dans des départements comme le vôtre, mais là encore, nous sommes victimes d'images rétiniennes. C'est-à-dire quand on parle d'exode rural, déclin de l'agriculture, ça nous renvoie aux années 50, 60, 70. Ici en Bretagne, où c'était un peu plus tardif qu'ailleurs, avec le remembrement, la mécanisation, l'augmentation de la taille des exploitations. Et beaucoup de gens se disent, en fait, c'est un peu comme la désindustrialisation, tout ça, c'est les 30 glorieuses, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Sauf que quand on se penche sur les chiffres, eh bien, on constate que en 1988, donc il y a 30 ans, 34 ans exactement, la France comptait encore 1 million d'agriculteurs. 1 million. Les derniers chiffres du recensement agricole sont tombés en décembre dernier, on est à 380 000 aujourd'hui. Donc on a perdu 2/3 du stock en 30 ans. Donc c'est le plus grand plan social, mais silencieux, que notre économie ait connu sur la dernière période. Alors il s'est souvent passé de manière moins douloureuse que dans l'industrie, puisque dans bon nombre de cas, ces disparitions d'effectifs se sont effectuées lors du passage à la retraite de l'exploitant en question. Et d'autres statistiques nous indiquent que la surface agricole utile du pays, donc la totalité des terres cultivées, est restée assez identique par rapport à cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le savez très bien ici, souvent c'est l'agriculteur plus jeune qui a repris les terres, soit rachetées, soit en fermage, des agriculteurs plus âgés qui sont partis. Et donc tout ça s'est fait au prix d'une augmentation assez importante de la taille unitaire de chacune de ces exploitations. Mais donc là aussi, tout ça a eu des effets très importants, puisque quand en 1988, on analyse les chiffres du recensement, eh bien, on s'aperçoit que dans de très nombreux territoires ruraux, par exemple dans le sud de votre département, en Centre-Bretagne, les agriculteurs et leurs familles représentent encore 25-30% de la population locale, de la population communale. Donc ils sont plus majoritaires, mais comme on dit à la bourse, ils sont une sacrée minorité de blocage, c'est eux les plus nombreux, même s'ils n'ont pas la majorité absolue. C'est souvent un de chez eux qui est le maire de la commune. Donc ils pèsent très lourdement. Aujourd'hui, y compris dans ces territoires,
à quelques exceptions près, les agriculteurs et leurs familles ne représentent souvent plus que 10-15% maximum de la population locale. Et tout ça a eu bien évidemment des conséquences très importantes sur la sociologie et les modes de vie, et aussi sur les références culturelles de ces territoires qui sont certes encore des territoires ruraux où on pratique l'agriculture, mais qui ne sont plus des territoires qu'on classait jadis comme étant à dominante agricole. On pourrait faire le même exercice avec ce qui s'est passé du côté de la pêche professionnelle. Nous avions en France 10 500 bateaux de pêche en 1983. Il en reste 4 500 aujourd'hui. Et donc, vous êtes ici en Bretagne, donc vous connaissez ça par cœur. Quand je fais l'exposé dans d'autres régions, c'est un peu moins évident. Mais quand vous allez vous promener dans toute une série de ports, eh bien, et que vous regardez, si vous avez la chance, des cartes postales, des images de ce port il y a 30 ans, 40 ans, et aujourd'hui, vous voyez comment le rapport de force, si je puis dire, entre la plaisance et la pêche professionnelle, c'est complètement inversé. La part dévolue à la plaisance, avec souvent la création de pontons, d'anneaux, etc., a considérablement augmenté, et la part dédiée aux chalutiers s'est considérablement rétractée. Là aussi, les choses ont eu, ces transformations ont eu des conséquences très profondes, puisque eh bien, les métiers qui, quelque part, tenaient le haut du pavé, les patrons pêcheurs, tous ceux qui gravitaient, les marailleurs, tous ceux qui gravitaient autour de la pêche, ils sont toujours là, mais ils pèsent quantitativement, économiquement, beaucoup moins lourd que toutes les activités qui, aujourd'hui, gravitent autour de la plaisance, du tourisme et des loisirs. Alors, j'ai un exemple qui n'est pas forcément un exemple breton, vous m'excuserez, mais qui parlera aussi, je pense, si on s'intéresse, par exemple, au port de Fécamp, en Normandie. Fécamp, comme un certain nombre de ports de Normandie et du nord de la Bretagne, a été marqué très longtemps par l'épopée des Terre-Neuva. Ces gens qui allaient pêcher la morue au large de Terre-Neuve et sur les bancs islandais. Et on peut dire, bon, tout ça, il est en train de nous faire Pierre Loti et tout, ça date. Bon, mais si vous prenez Fécamp, leur dernier bateau qui part pour une campagne morutière, c'est 1989. Vous voyez, à peu près à la période où on ferme Billancourt et on ouvre Disney. C'est à cette époque-là. Quand vous vous promenez aujourd'hui à Fécamp, eh bien, vous voyez qu'il reste quelques bateaux de pêche, alors qu'ils ne vont plus très très loin. Et trône en plein milieu de ce port un bâtiment de belle facture industrielle des années 50, qui était une ancienne salaison de morue et qui a été reconvertie en musée des Terre-Neuva. Donc cette identité des Terre-Neuva, elle demeure, mais elle demeure, j'allais dire, comme vitrine touristique et non plus comme élément qui structurait complètement la vie de ces territoires. On pourrait prendre des exemples en Bretagne comme Paimpol ou autres, où on a des phénomènes assez similaires. Alors, l'économie française, et on le sait au Crédit Agricole, n'est pas restée inerte pendant cette période. C'est-à-dire qu'il y avait des moteurs productifs qui se mettaient plus ou moins à l'arrêt progressivement les uns après les autres, mais d'autres filières économiques ont pris le relais et se sont considérablement développées durant la même période. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur une économie de la consommation aujourd'hui, et donc si on parle de consommation, bien, il y a un secteur qui organise tout ça, qui est emblématique de ce développement, c'est le secteur de la grande distribution. Alors là aussi, on n'a pas inventé la roue, les choses avaient commencé bien avant les années 80, un peu plus à l'ouest de chez vous, la saga des Leclerc à Landerneau, c'est la fin des années 50, donc tout ça date maintenant, mais c'est à partir des années 80 que la grande distribution a considérablement, si je puis dire, accéléré la cadence et augmenté son implantation sur le territoire. Alors on a pris un exemple dans ce livre, on n'a pas pris les leaders, on a pris un milieu de tableau, si je puis dire, c'est le groupe Intermarché. Intermarché, en 1980, ils ont 310 magasins. Ils en ont aujourd'hui 1832. Donc ils ont construit 1500 magasins en 40 ans. Pendant la décennie la plus active de leur déploiement, les années 80-90, ils sortent de terre la bagatelle de 2 magasins par semaine en moyenne pendant 10 ans de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 magasins par semaine pendant 10 ans de temps. Donc chaque mois, l'assistante de direction amène au grand patron une nouvelle boîte de punaises de couleur pour punaiser les nouveaux points d'implantation de son empire. Aujourd'hui, Intermarché revendique un magasin tous les 14 km.
Et donc, Intermarché et ses concurrents ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. On s'est partagé le territoire, mais tout ça a transformé à la fois nos imaginaires, nos paysages, avec la création d'un élément qui est très symptomatique de cette France d'après, que vous connaissez tous, qui sont ces fameuses zones commerciales d'entrée ou de sortie de ville, qui ont poussé à l'ombre de la grande surface. Tout ça n'existait pas au début des années 80, et tout ça a refaçonné complètement, encore une fois, l'aménagement du territoire, mais aussi nos références culturelles, puisque le cœur battant de nos sociétés aujourd'hui, il ne se trouve plus dans les centres-villes, il se trouve dans ces zones commerciales de périphérie. Parce que c'est là qu'on y consomme, mais c'est là aussi qu'on va s'y divertir, qu'on va s'y restaurer, puisque à côté de la grande surface, s'est installé le laser game, le bowling, le Buffalo Grill, le multiplex, etc., etc. C'est ici aussi qu'on fait entendre sa colère et sa protestation, puisque comme vous en souvenez, c'est sur le parking de la grande surface du coin ou sur le rond-point qui commande l'accès à la grande surface que les nouveaux membres des catégories populaires de cette société post-industrielle, les salariés justement de la grande distribution, de la logistique, de l'aide à la personne, tous ces nouveaux métiers qui se sont massivement créés, eh bien c'est eux qui se sont donné rendez-vous dans ces lieux-là. Alors, à côté de ce secteur de la grande distribution, un autre secteur connexe qui s'est énormément développé, c'est le secteur de la logistique. Et vous en savez quelque chose aussi ici en Bretagne, puisqu'il faut bien acheminer les marchandises qu'on consomme et qu'on ne produit plus. Et donc, c'est développé, souvent géographiquement un peu plus loin que la zone commerciale. Vous avez vu fleurir ces grands entrepôts, ce qu'on appelle dans le jargon les EPL, entrepôts et plateformes logistiques, ces grandes boîtes à chaussures métalliques là, de plusieurs milliers de mètres carrés. Et donc, souvent, ils ont remplacé les usines. Donc, le gilet jaune, le cariste, a remplacé le métallo. Cette économie de l'industrie, elle était organisée autour du chemin de fer. On allait d'un site industriel à l'autre par le chemin de fer. Aujourd'hui, dans cette économie de la consommation et de la grande distribution, il faut aller très vite. Il y a un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos qui a défini un standard, ça s'appelle le J+1. Donc il faut livrer à 24 heures. On a même dans les grandes villes maintenant la livraison en 10 minutes de ces courses. Donc il faut aller très vite. Et donc tout ça passe par la route, tout ça passe par le bitume. Et le chauffeur poids lourd a remplacé le cheminot. Alors ce n'est pas le même taux de syndicalisation, ce n'est pas les mêmes votes. Et là encore, ce n'est pas les mêmes classes sociales. Vous avez aujourd'hui en France 400 000 chauffeurs poids lourds. C'est-à-dire que dans la France d'après, il y a plus de chauffeurs poids lourds que d'agriculteurs. Donc ça vous dit aussi l'ampleur de ces transformations du pays. À côté de cette économie de la logistique, vous avez aussi tout l'essor qui a été renforcé avec la crise Covid de la livraison à domicile. Et c'est ce qu'on a appelé dans le livre, nous, la France Amazon. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, la Bretagne n'était pas encore trop concernée par le déploiement du maillage Amazon, mais vous êtes dans les plans du monsieur qui parle du J+1. Donc, tout ça est en train aussi d'arriver en Bretagne et reconfigure complètement, encore une fois, nos paysages et les modes de vie. Donc, cette économie de la consommation, de la logistique, on peut y ajouter un autre pilier aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure de Disney. C'est tout ce qui tourne autour du tourisme et de ce qu'on pourrait appeler les activités récréatives. Avec, dans de très nombreuses régions françaises, aujourd'hui, de nouvelles locomotives économiques que sont les parcs de loisirs ou les parcs d'attractions. On consacre aussi des pages dans ce livre à tout ce qui tourne autour de l'économie des festivals, notamment des festivals de musique. Et bien évidemment, le chapitre s'ouvre sur la Bretagne et sur les très nombreux festivals qui égayent la période estivale ici en Bretagne, qui sont devenus aussi un secteur économique à part entière. Alors je ne vais pas parler des vieilles charrues maintenant devant vous, vous connaissez tout ça par cœur. Je vais aller dans un autre département qui s'appelle le Loir-et-Cher, qui était rendu célèbre par une chanson dans les années 70. Le Loir-et-Cher, touristiquement, pendant des siècles, si je puis dire, avait une vitrine. C'était le château de Chambord. Bon, et depuis quelques années, ce leadership de Chambord a été perdu par une nouvelle locomotive touristique qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Vous voyez sur les deux courbes, donc vous avez en rouge le nombre de visiteurs annuels à Chambord et en bleu Beauval. Et donc on peut dater là pour le coup au carbone 14 quand est-ce que les courbes se sont croisées. Nous sommes en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Eh bien, le gouvernement chinois, dans sa grande mansuétude, a prêté à la France,
ne donnent pas, un couple de pandas géants. Et les pandas géants ont eu la bonne idée d'avoir des bébés depuis, hein, Brigitte Macron est la marraine, et ils sont hébergés à Beauval. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on a 1 500 000 visiteurs par an à Beauval. Beauval, donc, c'est 850 salariés, ce zooparc. Ça fait de Beauval le premier employeur privé du sud du département depuis qu'en 2003, l'usine Matra de Romorantin, on retombe sur la désindustrialisation, a fermé ses portes. Et donc aujourd'hui, si vous êtes le patron du conseil départemental du Loir-et-Cher, président de l'office du tourisme, peut-être aussi le patron de la caisse, la banque verte du Loir-et-Cher, il faut vraiment veiller, comme à la prunelle de vos yeux, à la santé des pandas et de leurs bébés, parce que c'est la nouvelle poule aux œufs d'or du département. Hein, donc vous voyez comment tout ça a muté en l'espace de quelques décennies seulement. Alors je me dépêche pour arriver à un autre phénomène qui est lié à toute cette économie donc, de la consommation, des loisirs, du tourisme. Mais il y a aussi un autre secteur qui fait la gloire et le succès de quelqu'un comme Stéphane Plaza, l'agent immobilier le plus célèbre de France, c'est toute l'économie résidentielle. Il faut savoir qu'hors période Covid, on a 15% de la population en moyenne qui déménage chaque année, pas forcément pour aller à l'autre bout de la France, parfois changer juste d'un ou deux kilomètres, la famille s'agrandit, au contraire il y a une séparation ou autre, et donc on bouge énormément. Sauf que, on a vu tout à l'heure que l'industrie avait périclité, donc on ne parle plus beaucoup de lutte des classes en France, mais on parle de plus en plus, sans forcément s'en rendre compte, de ce qu'on pourrait appeler la lutte des places, c'est-à-dire qu'il y a une énorme concurrence pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir s'installer. Et vous avez sur cette carte la liste des bons endroits et des moins bons endroits. Donc chacun pourra regarder après si vous êtes dans le bon côté, mais je pense que vous avez chacun une petite idée de tout ça. Alors comment on a construit cette carte? Vous savez que les 35 000 communes françaises n'ont pas toutes un office du tourisme, mais elles ont toutes une page sur Wikipédia. C'est leur vitrine digitale. Et donc un géographe de génie, Mathieu Garnier, qui nous a aidés, il est allé regarder sur 10 ans le nombre de requêtes enregistrées sur chacune des pages des 35 000 communes sur Wiki. Il a repourcenté ça avec le poids de la population locale et on a créé un indice de désirabilité. Donc tout en haut, il y a la France AAA, la France Instagrammable, celle qui fait beaucoup de clics. On veut aller s'installer, on veut partir en vacances là-bas. Et puis tout en bas, on a la France qui ne fait pas du tout rêver, la France moche, la France de l'ombre. Et entre les deux, vous avez, comme dirait l'autre, 50 nuances. Hein, donc vous avez la France AA, la simple A, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde aspire à sa place au soleil. Et donc on va essayer d'aller en AAA. Et puis si on n'a pas les moyens financiers, ben, vous êtes cascadé en AA ou en simple A. Mais quand vous arrivez dans la France AA ou simple A, ben, à votre tour, vous en évincez quelqu'un qui a un peu moins d'argent que vous et qui descend dans l'échelle du dessous. Et donc vous avez cette énorme mécanique qui tourne de plus en plus vite, avec, vous le voyez donc en rose, les zones les plus désirables, donc c'est le cœur des grandes métropoles. C'est aussi, vous connaissez ça par cœur ici, la zone littorale. Hein, et donc vous voyez que dès qu'on commence à quitter le littoral, ça commence à se griser un peu davantage. Vous avez aussi la France où il fait soleil, donc là vous avez une idée de pourquoi il y a des bouchons chaque été dans la vallée du Rhône. Il y a toute la zone grise qui descend en zone rose, et donc c'est là que ça se bouche. Vous reconnaissez aussi les vallées dans les montagnes. Et puis donc on vous a pris deux exemples. Donc un, ça va bientôt être l'heure de l'apéro, donc c'est en Bourgogne, vous avez la route des vins, là, la côte de nuit, entre Dijon et Beaune, en rose. Voilà. On a dit tout à l'heure que je faisais un peu de géographie électorale. Tout ça, c'est corrélé au prix du mètre carré, et les votes suivent. C'est-à-dire que moi, je peux savoir à peu près pour qui votent ceux qui ont la chance d'habiter sur la côte de nuit et ceux qui sont à l'ombre de la côte de nuit. Ce n'est pas les mêmes votes, ce n'est pas le même rapport au paysage. Je vous ai pris, alors, non pas les Côtes d'Armor, mais si, un petit bout quand même, le département voisin de l'Ille-et-Vilaine, donc vous voyez Rennes, toutes les couronnes périphériques ne font pas rêver en termes de clics, c'est quand même sympa d'y habiter, mais en termes de clics, c'est pas ça. Et puis vous repassez en rose quand vous arrivez sur le littoral. Alors tout ça crée des tensions très fortes, et vous le savez pertinemment bien ici en Bretagne, avec par exemple l'importation récente chez vous d'un concept qu'on doit aux Corses qui s'appelle le statut de résident. Les nationalistes corses
eux, dans leur île, ça fait très longtemps déjà qu'ils sont soumis à cette lutte des places parce qu'il y a de plus en plus de gens qui débarquent chez eux, qui achètent les terrains, et beaucoup de jeunes Corses n'arrivent plus à se loger. Alors, petite parenthèse, ici comme en Bretagne, si les Parisiens achètent, c'est qu'il y a des natifs qui ont vendu à un moment ou à un autre. Je referme la parenthèse. Et donc cette question, eh bien, les nationalistes corses ont voulu la traiter en disant on va créer un statut de résident, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas justifier de plus de 2 ans d'ancienneté dans le territoire, vous ne pouvez pas acheter. Bon. Alors ça s'est fait retoquer par le Conseil constitutionnel parce que c'est inégalité devant la loi, mais on a vu apparaître ce concept au Pays basque français, où, un peu comme chez vous, mais vous êtes un peu en retard sur ce coup, mais ça va arriver, au Pays basque français, sur le littoral, plus de 50% de la population n'est pas née dans le département. Pour que les Basques redeviennent majoritaires démographiquement, il faut faire 15-20 km dans l'intérieur des terres. Donc il y a aussi la question du statut de résident qui se pose aujourd'hui au Pays basque. Et pour ceux qui ont suivi les dernières élections régionales, il y a quand même 2 tiers d'abstention, mais il y a quand même quelques gens qui ont regardé ça. Je pense que vous y étiez très attentifs. On a parlé en Bretagne aussi du statut de résident, parce que post-Covid, la pression immobilière qui était déjà très forte sur vos littoraux s'est encore accélérée. Et aujourd'hui, vue sur mer, comme on dit, ou vue mer, comme on dit chez Stéphane Plaza, c'est devenu un luxe. Et donc, même quand on est né dans le 22, eh bien, si les parents n'ont pas laissé un morceau de terrain à construire, ça va devenir de plus en plus compliqué d'habiter ici. Donc, on voit aussi le poids qu'a pris toute cette économie résidentielle et les tensions très fortes que cela peut générer. Alors, je me dépêche pour arriver à ma deuxième partie, qu'on a appelée, nous, la démoyennisation. Alors, qu'est-ce que Quesaco, comme dirait la Palisse, démoyennisation, c'est le contraire de moyennisation. Alors, la moyennisation, ça renvoie en sociologie à un concept, une tendance que un grand sociologue français qui s'appelle Henri Mandras avait expliqué dans un de ses livres qui s'appelait La Seconde Révolution française, qui est un livre qui sort au milieu des années 80 et qui raconte tout ce qui s'est passé dans les 30 Glorieuses et le début des années 70. Donc ici en Bretagne, l'exode rural, partout en France, l'accès des femmes au marché du travail, le développement de la fonction publique, la montée du niveau de vie, le développement de la protection sociale. Et donc il dit, voilà, si on devait résumer tout ça, on pourrait dire que la société française s'est moyennisée, c'est-à-dire que les modes de vie se sont très fortement rapprochés au cours des dernières décennies. Et Mandras, qui avait le sens de la formule et de la métaphore, dit, ben voilà, la société française, on est au milieu des années 80, elle a cette tête-là. Et c'est resté dans les annales de sociologie sous le label de la toupie de Mandras. Alors il dit, voilà, c'est comme une toupie, la société française. Peut-être qu'elle tourne très vite, mais donc au sommet, vous avez l'élite, qui est assez étroite. Tout à la base, vous avez les catégories les plus modestes, qui sont dans la situation de pauvreté. Et puis, le gros ventre rebondi de la toupie abrite ce que lui appelle la constellation populaire, donc c'est ouvriers employés, et cette constellation centrale, donc les classes moyennes, plus des indépendants. Et donc vous voyez qu'on ne se mélange pas, mais qu'on est à touche-touche, et donc toutes les catégories populaires, pendant ces périodes-là, se sont arrimées à la grande classe moyenne. Nous, le constat qu'on fait sur la période qui suit celle qui a été étudiée par Mandras, donc des années 80 à nos jours, c'est qu'on est rentré dans le processus inverse, qui est celui de la démoyennisation. Non pas que les classes moyennes n'existent plus, elles sont encore très nombreuses, mais elles sont de plus en plus soumises à des forces centrifuges par le haut et par le bas. Et donc, elles s'éclatent, elles se segmentent, tout en continuant d'exister. Alors, pour documenter tout ça, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas reprendre les déciles de revenus de l'INSEE, parce que ce n'est pas forcément très plaisant à lire pour le lecteur. Et comme on a dit tout à l'heure qu'on était dans une société qui tournait d'abord et avant tout aujourd'hui autour de la consommation, on s'est dit, mais en fait, on va essayer de documenter ça, de montrer ça, en regardant ce qui se passe dans les modes de vie et la consommation. Et en prenant ce prisme-là, on peut très bien rendre compte de ce phénomène, de ce double phénomène de démoyennisation. Une démoyennisation par le haut, c'est ce qu'en marketing, les spécialistes appellent la premiumisation ou la montée en gamme. C'est-à-dire qu'on prend des produits qu'on rend plus luxueux, plus chers,
pour les vendre à une catégorie de la population qui a les moyens de se les payer. Et si on fait cette montée en gamme, c'est parce que cette population concernée est assez nombreuse. Alors, on pourrait prendre un exemple dans la grande distribution. C'est par exemple la trajectoire d'une enseigne comme Monoprix, qui a fusionné avec Prise Unique. Donc, je rappelle aux très nombreux jeunes de la salle, vous vous souvenez ce que c'était Prise Unique dans les années 80. Donc, on est un peu loin du Monoprix gourmet d'aujourd'hui, là. Et donc, Monoprix s'est spécialisé sur la clientèle aisée des centres-villes. Donc, c'est la montée en gamme. Et parallèlement à cela, on a assisté durant cette période à ce que nous, on a appelé le désarrimage du bas de la classe moyenne. Ils ne sont pas tombés dans la pauvreté. Le niveau de vie, objectivement, est plus élevé aujourd'hui dans les années 80, y compris dans ces publics-là. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de pauvreté en France. Il y a des problèmes réels, mais la grande masse de la population, notamment dans les milieux populaires, ce n'est pas exactement ça qui s'est passé, c'est son désarrimage. Alors, nous, on n'a pas fait comme Mandras, parce qu'on est un peu d'une autre génération, on n'a jamais trop vu de toupie. Par contre, on a regardé la télé quand on était petit, et donc on s'est dit, voilà, nous, la société française, aujourd'hui, on pourrait la comparer au peloton du Tour de France. Avec, alors ça parle aux Bretons, et notamment aux gens de Côte-d'Armor, le Tour de France, avec une règle dans cette course qui voudrait que chaque année, chaque édition, on augmente la vitesse moyenne du Tour. 1 à 2 km/h par an. Il n'y a pas mort d'homme, on va y arriver. Bon, et objectivement, qu'est-ce qui se passera ? Mais au bout de 5 ans, vous avez toujours votre peloton qui est là. Mais au bout de 10 à 15 ans, le peloton sera coupé en deux, avec une première moitié qui file bon train et qui suit la cadence, et une deuxième moitié du peloton qui n'a pas démérité, qui objectivement pédale sans doute plus vite qu'il y a 15 ans, mais qui voit inexorablement le reste du peloton s'échapper, et qui en ressent un très fort sentiment de déclassement, d'injustice et de frustration. C'est le terreau qui a présidé au déclenchement de la crise des Gilets jaunes. Les gens disent, voilà, on bosse 2 salaires à la maison, mais on n'y arrive plus. Et pourquoi on n'y arrive plus ? Parce que dans cette société de la consommation, je reste sur le vélo, comme pour le vélo, pour pas qu'on tombe, il faut continuer toujours de pédaler. Et donc, il y a de nouveaux besoins, désirs qui sont sans cesse créés, sauf que ces millions de nouveaux jobs qui ont été créés dans de très nombreux secteurs, grande distribution, logistique, service à la personne, on parle beaucoup des EHPAD aujourd'hui, 400 000 aides-soignantes en France, auxiliaires de vie, etc. Dans tous ces secteurs-là, contrairement à ce qui se passait dans l'agriculture et l'industrie, il y a très peu de gains de productivité. Donc il y a très peu de possibilités d'augmenter les salaires de manière substantielle et très peu de perspectives d'ascension sociale. On n'est pas en train d'idéaliser le monde de l'usine, mais dans les grands sites industriels, vous aviez, notamment dans la métallurgie, des hiérarchies statutaires avec OS en bas, OP au-dessus, ensuite passer contre-maître, et chez les OS et les OP, il y avait 4 ou 5 niveaux. Et donc on pouvait gravir les échelons. Aujourd'hui, chez Amazon, vous avez 2 niveaux. Vous êtes exécution ou encadrement. C'est tout. Et donc, il y a un effet de ciseau qui s'opère, c'est-à-dire qu'on a ces millions de nouveaux salariés, c'est les nouvelles classes populaires de la société post-industrielle, qui ont des niveaux de revenus qui ne permettent plus d'accéder au panier moyen de biens que la société de consommation vend comme étant le panier minimum exigible. Et donc, il y a une très forte colère qui existe. Et c'est pas. Donc, vous voyez que la question aujourd'hui qui est posée dans la campagne électorale, par exemple, on dit voilà, on regarde les sondages, la priorité numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Alors, certes, c'est remplir le frigo, mais c'est pas que ça. C'est l'étymologie même de l'expression pouvoir acheter. Beaucoup de gens se disent qu'aujourd'hui, la place qu'ils occupent dans la société est indexée par rapport à les enseignes qu'ils fréquentent et ce qu'ils peuvent se payer ou ce qu'ils peuvent offrir à leurs gamins. Pour parodier les grands auteurs, vous vous souvenez que Jacques Séguéla avait eu cette formule en disant « si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie ». Bon, sur la France des ronds-points, on dit « si à 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes mômes, alors tu es un cassos ». Et rappelez-vous que quelques mois avant le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, il y avait eu ce que certains avaient appelé les émeutes du Nutella, quand Intermarché, encore eux, avait lancé une grande opération, moins 70% sur le pot de 850 grammes. Nutella. On était le 20 du mois, à ce moment-là du mois,
toute cette France-là ne peut plus, comme elles disent, payer de la marque. Et donc, ça avait viré en pugilat dans les rayons, etc. Il y avait plein d'articles. Et donc, on n'était pas dans les émeutes de la faim. On était juste acheter des produits qui statutairement signent votre appartenance à la grande classe moyenne. Et si on ne peut pas avoir ça, on est déclassé. Et donc, vous voyez que c'est une question qui est éminemment politique. Alors, si on documente ça, je vous ai parlé de Monoprix tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé pour comment le marché a réagi à ce décrochage du bas de la classe moyenne? On peut le regarder de deux manières. Soit du côté des enseignes et des acteurs économiques qui ont développé ce que nous, on a appelé un marché secondaire. Vous savez, comme il y a en matière routière, il y a les axes principaux et les routes secondaires. Bien là, on propose des offres qui sont du neuf, mais qui sont calibrées en dessous de la moyenne pour permettre à la population qui décroche de s'acheter encore du neuf, mais en faisant des économies. Alors on peut regarder ça, par exemple, encore une fois, dans le secteur de la grande distribution. C'est à la fin des années 80 qu'arrive le hard discount en France. Hein, c'est pas pour rien qu'il se développe à ce moment-là. On peut aussi le regarder, cette mise en place d'un marché ou d'une offre secondaire dans le secteur de l'automobile, avec le succès phénoménal de la marque Dacia en France. Alors ça vaut le coup qu'on s'arrête 2 minutes. Dacia, vous savez, c'est une filiale roumaine de Renault. Et chez Renault, on se dit, avec cette usine là-bas, on va produire à pas cher une voiture, la Logan, sans option, sans chichi, qui va nous permettre de conquérir tous les marchés émergents. Donc ils développent ça. Et puis en 2005, il y a des petits génies chez Renault qui se disent, mais si on testait la Logan chez nous? Alors chez Renault, on grince un peu des dents, parce qu'on dit, bon, nous, on a quand même une marque patrimoniale, ça veut dire quelque chose, Renault en France. La bagnole en France, c'est quand même sacré, donc ça ne marchera pas, la Logan. Bon. On dit, bon, on va quand même faire un test, et comme souvent, le lieu choisi pour les tests, on dit beaucoup, on décide de tester la Logan chez un concessionnaire de Dunkerque, hein, ville qui a été, elle aussi, touchée par la désindustrialisation. Et, surprise générale, les Logan s'arrachent comme des petits pains. Et donc, on décide de démultiplier l'expérience, et on en met partout. Et donc, vous voyez là les chiffres de vente annuelles qui explosent. On est des bons marketeurs, donc on élargit la gamme. En 2008, il y a le lancement de la Sandero. Et en 2009, le Duster, le fameux, on pourrait dire, vous savez, le Duster, c'est un peu le SUV du gilet jaune. Hein, si vous ne pouvez pas vous acheter un SUV, vous achetez un Duster. Et donc, tout ça se développe. Le compteur tourne. Et on est à 1 million de véhicules vendus depuis 2005. Dacia, c'est la 3e marque la plus vendue aujourd'hui dans le neuf en France, sur le marché du particulier. Alors il y a certes une partie des Parisiens qui ont la maison à Perros-Guirec et qui laissent la Sandero pour le week-end. Ça existe, mais comme dirait Audiard, ce n'est pas la majorité de l'espèce, hein, comme les poissons volants. Donc c'est plutôt un public assez modeste qui s'est rabattu sur ce type d'offre. En 2020, ils ont fêté leur 15e anniversaire, donc il y a une grande campagne de communication. Et le slogan était « Depuis 15 ans, nous vous rendons le plaisir du neuf accessible ». Donc là, vous avez la quintessence de cette définition du marché secondaire. Donc c'est du neuf, mais c'est moins cher, adapté à vos moyens. Alors, pour ce désarrimage du bas de la classe moyenne, il y a le développement de ce qu'on a appelé cette offre secondaire, et puis on a aussi ce que les personnes concernées, les ménages concernés, ont adopté aussi comme stratégie, et c'est ce que nous avons rangé, nous, sous le vocable de l'économie de la débrouille. C'est-à-dire, j'ai un budget qui est sous contrainte, je suis sous arbitrage, il faut que je fasse tout rentrer. Donc on va dans le hard discount, on va également dans les faillitaires, les déstockeurs, faire la chasse aux promos. Donc voilà, vous avez par exemple le développement d'un réseau comme Jiffy en France, les idées de génie là. Un magasin en 1981, 427 aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui l'opérateur Action qui est hollandais, qui s'est développé. Donc tout ça participe de cette économie de la débrouille. C'est aussi à la fin des années 80, début des années 90, que va se développer très fortement, je ne pense pas chez le Crédit Agricole, le crédit revolving. Hein, comment on arrive à boucler les fins de mois. Chaque année aussi, nos gouvernements respectifs s'enorgueillissent du nombre très important d'auto-entrepreneurs qu'il y a en France. Alors, et ils nous disent, voilà, c'est une illustration du génie entrepreneurial français. Donc, c'est vrai pour une partie d'entre eux, des gens qui réalisent leurs rêves, qui disent, voilà, grâce à ce statut, j'ai pu monter ma boîte, je suis devenu mon propre patron, j'avais une idée, je l'ai mise en place.
quand vous regardez les rémunérations de ces structures, on est à peu près au niveau du SMIC, voire souvent en dessous. Et donc, ce n'est pas, dans beaucoup de cas, la success story. C'est souvent le job d'appoint pour la retraite qui est trop maigre, pour le temps partiel, ou tout simplement, c'est créer un job que le marché ne nous proposait pas. Et donc, tout ça participe de cette économie de la débrouille. Je rajouterai un dernier élément, le recours aussi à la Française des Jeux. Française des Jeux, 6 milliards de chiffre d'affaires en 2000, 17 milliards l'année dernière. Ça marche tellement bien qu'on l'a privatisé. Je referme la parenthèse. Et c'est aussi, donc il y a 30 000 points de vente, 11 000 communes couvertes. Donc ça fait partie de ce paysage de la France d'après, à côté de la zone commerciale. Même dans un petit village des Côtes-d'Armor, il y a souvent le point de vente de la FDJ. Et donc, on va jouer au gratte-gratte, on va essayer de tenter sa chance. On ne rêve pas du château en Espagne, mais de mettre du beurre dans les épinards. Et encore une fois, d'arrondir les fins de mois pour être dans cette économie de l'arbitrage et de la débrouille. Et donc vous voyez que ce n'est pas forcément une forme de paupérisation, mais c'est toute une partie de la population. On pourrait rajouter aussi la France du Bon Coin, tout le développement de ces plateformes, pour essayer d'optimiser son budget et de rester dans la course. Alors, je me dépêche et j'en arrive à la dernière partie. Donc, après le changement de modèle économique, ce phénomène de démonétisation par le haut et par le bas, on a aussi une énorme, très importante tendance qui s'est déployée durant cette période, qui est l'accélération de l'ouverture culturelle du pays à d'autres influences. Alors là aussi, ça existe depuis longtemps, mais le phénomène s'est considérablement emballé ces dernières années, avec notamment une américanisation accélérée de la société française. Alors l'américanisation, ça commence il y a longtemps, hein. On a en tête ce qui s'est passé en 1945, l'arrivée des GIs à la Libération, etc., les westerns et Hollywood dans les années 50-60. Mais le processus s'est emballé dans les années 80. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Disney, ça ouvre en 92. On pourrait prendre aussi ce qui se passe du côté de chez McDonald's. McDonald's, aujourd'hui, 1600 restaurants en France. Donc là, vous avez la carte de tous les McDo. Si vous partez en vacances, vous ne serez jamais dépaysé, il y en a toujours un pas loin. Si je reprends mes 18-35 ans, 51% d'entre eux y vont plusieurs fois par mois. 40% y ont déjà fêté leur anniversaire ou celui d'un ami. 20% ont déjà eu première rencontre amoureuse. Et 10% y ont déjà travaillé, stage découverte, job étudiant, premier emploi. 10%, dont la moitié d'entre eux, la moitié de ces 10, c'était leur premier contact avec le monde du travail. Donc il y a une génération McDo aujourd'hui qui s'est considérablement déployée. Et prochain gouvernement qui sortira des urnes, peut-être s'ils font une grande conférence sur l'emploi des jeunes, il faudrait qu'il y ait le nouveau ministre de l'Éducation, ministre de l'Emploi, mais aussi peut-être le patron de McDo, parce qu'il voit passer 10% d'une classe d'âge dans ses effectifs. Donc vous voyez comment les choses se sont transformées. Je vous pourrais parler... On évoque dans le livre le phénomène de la danse country aussi, hein, qui a fleuri, y compris dans les campagnes bretonnes. Et tout ça, c'est les années 80-90. On voit comment la société française s'est très fortement américanisée. Mais l'américanisation, ce n'est pas la source d'influence, ce n'est pas que les États-Unis. On a aussi le Japon, hein, qui a fait une percée culturelle très forte en France, en employant les mêmes canaux de diffusion que la culture américaine, c'est-à-dire à la fois l'image, les dessins animés, puis les films, aujourd'hui les mangas. Hein, vous savez que le Japon... Alors, McDo a comme deuxième marché mondial après les États-Unis la France. C'est le deuxième pays au monde, McDo, la France. Et pour les mangas, après le Japon, c'est en France qu'on achète le plus de mangas au monde, après le Japon. Lors des confinements, aux sorties de confinement, le gouvernement s'est... penché sur le sort de la jeunesse lycéenne française, en disant, bon voilà, c'était très compliqué pour eux le confinement, donc on va leur permettre de s'aérer la tête, d'aller au cinéma, d'acheter des bouquins, des biens culturels, des disques. Et donc on a voté le pass culture. Et donc une partie de ces jeunes sont allés le consommer, le dépenser dans les librairies. Et donc tout ça c'est tracé et documenté. Eh bien 72% du budget qui est parti en librairie pour le pass culture, c'est passé en manga. Et donc vous parlez avec des libraires, aujourd'hui ils appellent ça le pass manga. Et vous avez un éditeur grenoblois qui s'appelle Glénat, qui est leader sur le marché de la BD. Ils ont écoulé l'année dernière 10 millions de mangas en France.
10 millions. Donc pour ajouter les sushi bars qu'il y a dans chaque chef-lieu de canton breton qui se respecte. Et donc vous voyez la diffusion de cette couche culturelle japonaise qui était inexistante il y a quelques décennies seulement. Je terminerai peut-être presque là-dessus en vous montrant cette courbe qui représente le nombre d'entrées à un salon qui a lieu chaque année en périphérie de Paris, à Villepinte, au parc des Expos, qui s'appelle le Japan Expo. Donc, comme son nom l'indique, c'est un salon promotion de la culture et de la civilisation japonaise. Donc les jeux vidéo, les arts martiaux, les mangas, l'architecture, l'alimentation, bien évidemment. Et donc, vous voyez les chiffres, on a plus de 250 000 visiteurs hors période Covid, ce qui fait du Japan Expo le 3e salon le plus visité au monde, en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. Donc vous voyez comment cet imaginaire japonais, notamment dans les jeunes générations, s'est considérablement répandu. Et donc, comme ça va bientôt être l'heure de l'apéro et de manger quelque chose, je finirai là-dessus pour illustrer comment tout ça s'est plus ou moins mélangé, ce que nous avons appelé la grande hybridation. C'est-à-dire que les individus prennent et picorent un certain nombre d'éléments de ces cultures étrangères et ils les réaménagent à leur sauce. Et donc il y a un produit emblématique de cette hybridation qui s'appelle le French tacos, donc en bon français le tacos français. Donc c'est, comme son nom l'indique, un produit d'inspiration Tex-Mex, mais qui a été revisité. Comme c'est un produit légendaire, maintenant il y a une bataille de légitimité entre la banlieue de Grenoble et la banlieue de Lyon. C'est comme Saint-Brieuc et Guingamp, se tirent la bourre tout le temps. Bon. Par des jeunes issus de l'immigration maghrébine qui ont revisité le tacos à la sauce maghrébine. Et comme on était en Rhône-Alpes, on a rajouté la sauce fromagère dessus. Donc là, vous avez le French tacos. Contrairement au kebab, qui là aussi est présent dans chacun des chefs-lieux de canton bretons, le tacos, il a été franchisé par une chaîne qui s'appelle O-Tacos, apostrophe tacos, qui compte 400 points de vente, qui reprend les mêmes codes marketing que McDo. Et ironie de l'histoire, O-Tacos est en train de se déployer à l'international en faisant la promotion d'un produit emblématique de la nouvelle gastronomie française qui s'appelle le French tacos. Et donc, comme bon Parisien, mais enfant de l'Ouest que je suis, je passe toutes mes vacances en Bretagne. Et donc, il y a quelques mois, j'étais dans votre département, un endroit où on se bataille très dur entre le Télégramme et Ouest France. Et donc, il y avait les deux affichettes du matin, là, qui sont pour moi tout à fait emblématiques de cette France d'après. Donc, l'affiche du Télégramme, c'était tacos, les Bretons en raffolent. Je dis, merde, je suis venu manger des galettes, ça va pas le faire. Et Ouest France répondait, Lannion, ouverture d'une école de tatoueurs. Et donc je dis, voilà, on est dans la Bretagne d'après, donc on est... voilà. Et donc ce livre, La France sous nos yeux, vous voyez, c'est... si vous le lisez, vous serez déformé comme nous, vous regarderez un peu tous ces paysages qui ont changé. Et l'ambition qu'on avait, c'est que vous éprouviez le même sentiment que quand vous regardez parfois... lors d'un dimanche après-midi pluvieux, alors ça arrive jamais en Bretagne, mais l'album de photos de famille. Vous connaissez tous les gens qu'il y a dedans. Puis quand vous regardez les premières pages, vous dites, putain, on a changé quand même. Ce livre, La France d'après, c'est un peu l'album de famille de la société française, et vous verrez comment nous avons changé sous nos yeux en l'espace de quelques décennies. Merci beaucoup de votre attention et de votre invitation. Merci Jérôme. Alors, avant de passer à la dernière partie, on n'a pas prévu les French tacos, mais on a prévu l'apéro. Je vais proposer à la salle de vous poser quelques questions. Est-ce que vous voulez un verre d'eau pour peut-être avant le temps que les questions arrivent, je vais vous servir un verre d'eau. Et donc, on va avoir des micros qui vont pouvoir circuler pour que vous puissiez poser des questions. Levez la main bien haut pour ceux qui veulent en poser. Il y a une première question au fond de la salle. Oui, et donc on va se prendre quelques minutes. La première question, la plus facile. Est-ce que le télétravail, selon vous, peut créer
une nouvelle fracture ou une nouvelle division des actifs français? Oui, alors, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est un vrai changement, ce télétravail. Néanmoins, attention, il faut remettre les choses, j'allais dire, dans la pièce du Pulse, dans le grand Pulse. Aujourd'hui, on a 25% des salariés qui pratiquent le télétravail en France à hauteur de 2 à 3 jours par semaine. Donc c'est beaucoup, hein, ça a explosé depuis le Covid, mais ça veut dire qu'on a encore 3/4 des salariés qui soit ne le pratiquent pas du tout, soit très peu. Et donc, au sein des collectifs de travail, on a des vraies différences. Ça, c'est le premier point. Tout ça va avoir des conséquences en cascade. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure une carte de France en rose et en noir. Le télétravail va accélérer, a déjà commencé à accélérer cette lutte des places là, où des gens vont se mettre en mouvement. Alors, dans les grandes métropoles, par exemple à Paris, ou à Nantes ou à Rennes, on va avoir des gens qui, par exemple, se disent moi, pour avoir un morceau de jardin ou une pièce de plus, il faudrait que je fasse 5-10 km ou 15 km de plus en m'écartant de la grande métropole pour avoir un prix du foncier accessible. Si je télétravaille pas, c'est pas jouable. En revanche, la durée de transport qui va augmenter, si je peux compenser ça par le fait que je n'y vais plus que 2 jours par semaine, alors on va reconsidérer les choses. Pour ceux qui ont un niveau de revenu plus important, le cadre, et sont ceux qui télétravaillent le plus, là, carrément, le saut peut être géographiquement plus important. Et le télétravail va permettre à certains de réaliser le fantasme ultime, c'est vivre et travailler au pays des vacances. Vous savez, c'est ce que ressent tout Parisien quand il part de Bretagne le 31 août. Il se dit, ça serait quand même bien si on habitait là. Avec le télétravail, ça va être possible. Ça commence à être possible pour une partie de ces populations, avec toutes les conséquences qu'on a détaillées tout à l'heure. Donc à la fois, comme vous l'avez indiqué, la fragmentation des collectifs de travail, et en même temps des conséquences sur le prix de l'immobilier local qui va être renforcé dans les endroits où le prix était déjà assez abordé. Alors, juste un dernier point là-dessus sur le télétravail. Les enquêtes qu'on peut mener à l'IFOP montrent que 80% des salariés qui le pratiquent se disent satisfaits. Néanmoins, quand on creuse un peu les choses, on a une vraie interrogation sur qu'est-ce que ça donne à horizon 3-4 ans, parce que pour l'instant, on est en train d'essuyer les plâtres et on n'a pas vu les conséquences au long cours de cette question du télétravail. Il y a pour moi 2 enjeux très importants. D'abord, c'est la frontière vie privée, vie professionnelle. Quand vous sortez du siège du Crédit Agricole avec votre voiture, vous rentrez chez vous, psychologiquement et physiquement, vous sortez du boulot. Quand on est en télétravail, même si on a un droit à la déconnexion, j'en suis sûr, Crédit Agricole 22, c'est pas aussi évident que ça. Et puis, à long terme, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de la cohésion des équipes. Comment on maintient une cohésion quand on ne se voit quasiment plus, comment on intègre les nouveaux collaborateurs, etc. etc. Donc attention, encore une fois, je me répète, le télétravail change beaucoup de choses, mais on a 3/4 des salariés qui ne sont pas concernés aujourd'hui. Et typiquement dans des départements comme les vôtres, où on a encore de l'agroalimentaire, une agriculture, du BTP, tous ces jobs-là, par définition, ils ne sont pas télétravaillables. Moi, j'ai une question également. On commence à voir ce dont vous parlez, c'est-à-dire au niveau des flux par rapport au TGV, on est à 2h17 de Paris aujourd'hui à Saint-Brieuc, et on a déjà, moi, je suis agent immobilier, donc je vois déjà des clients qui viennent m'acheter des biens et qui vont travailler 2 jours par semaine sur Paris. La question que je voudrais vous poser, c'est sur les flux migratoires, parce que lorsqu'on lit plusieurs articles, d'un côté, on nous annonce d'ici 2050 400 000 habitants en plus en Bretagne. Certains poussent le curseur jusqu'à 800 000, sachant que nous, on est 600 000 dans les Côtes-d'Armor. D'après vous, quel va être ce flux additionnel en Bretagne? Et est-ce que vous avez un pronostic pour les Côtes-d'Armor? Alors, là, on va faire de l'économie appliquée pour votre agence. On n'a pas de données
ou de modélisation possible. Ce que j'indiquais tout à l'heure, et vous le voyez concrètement dans des territoires comme ici, c'est une réalité, ce départ de certaines grandes métropoles, encore une fois, pour aller habiter dans les coins sympas. Hein. Je ne suis pas sûr que l'hypercentre Bretagne bénéficie. Voilà. Moi, je suis de la Sarthe et il y a un proverbe qui dit il pleut toujours là où c'est déjà mouillé. Donc, voilà, les gens vont aller s'installer dans les coins qui sont plutôt sympas. Bon. Et donc, ils vont cascader, hein, ceux qui n'ont pas les moyens. Bon. Cet exode urbain, il existe, il va se développer. Maintenant, quelle sera son ampleur? Bien malin qui peut le dire. Et moi, j'anticipe quand même aussi des phénomènes, un peu des forces de rappel. C'est-à-dire que là, les Parisiens qui arrivent chez vous, souvent quand vous regardez, bon pas tous, mais dans le couple, il n'y en a qu'un des deux qui fait ça. L'autre nous dit qu'il va se monter sa propre activité, etc. Donc si vous cherchez un décorateur ou une décoratrice d'intérieur, je pense que vous n'avez plus de soucis à vous faire sur le littoral breton, il y en a des centaines. Bon, mais à un moment, la poussière va retomber et on aura la vérité des prix. Il y a aussi des choses qui vont se passer du côté des directions des grandes entreprises qui, à mon avis, ont une lecture un peu erronée du télétravail. C'est-à-dire qu'on est passé contraint et forcé au télétravail lors du premier confinement et de manière assez inattendue, les collectifs de travail ont encaissé le choc et comme on dit dans le jargon, on a continué de délivrer. Et alors, de manière un peu rapide sans doute, un certain nombre de dirigeants d'entreprise ont considéré qu'on pouvait, en vitesse de croisière, continuer de travailler comme ça. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que si on a été capable d'encaisser ce choc, il était provisoire et qu'il y avait toute une dynamique, toute une inertie qui avait été emmagasinée avant. Et donc comment au long cours, vous, encore une fois, vous faites tenir des collectifs de travail quand vous avez la moitié de votre équipe entre Perros-Guirec et Saint-Brieuc, l'autre dans le bassin d'Arcachon et les derniers à Annecy. Donc avec le Zoom, etc., ça résout un certain nombre de problèmes, mais donc je pense que ça va se rééquilibrer. Donc pour résumer, on n'a pas d'infos sur la volumétrie, mais elle sera significative. Toutes les zones ne vont pas être exposées au même flux, c'est-à-dire c'était les endroits qui étaient déjà plus demandés chez vous qui vont l'être encore davantage. Et puis 3, il y aura sans doute un moment, pour toute une série de mécanismes, des effets retour qu'il faudra gérer et qu'il faudra assumer. Mais si vous ajoutez dans l'équation le réchauffement climatique, bon, un département comme celui qu'on appelait avant les Côtes du Nord est super bien placé parce que voilà, c'est vu mer et il fera pas encore à peu près beau, quoi. Pas trop chaud, voilà. Bonjour Monsieur Fourquet. En Bretagne, on met souvent en avant la qualité de l'enseignement, de l'éducation, avec des taux de réussite au bac qui sont tous les ans les numéros 1 en France. Quel est votre regard sur l'évolution de l'école? L'école, l'éducation, est-ce que l'école et l'éducation jouent un rôle positif ou négatif dans l'éclatement de la société aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est un très vaste sujet, plusieurs choses. La première, c'est que dans toutes ces grandes transformations qu'on a évoquées, il y en a une qui est centrale, mais elle est tellement énorme qu'on ne la voit pas souvent. C'est ce que quelqu'un comme Emmanuel Todd a appelé la révolution éducative, qui fait que, là aussi, on a des images rétiniennes dans la tête. On a aujourd'hui 80% d'une classe d'âge au bac. Fin des années 80, c'est 30% d'une classe d'âge qui allait au bac. Donc on a oublié ça. Donc ça change considérablement. Alors ça a des conséquences en cascade. C'est-à-dire que l'accession à la classe moyenne, avant c'était sous le bac, maintenant le bac ne vous garantit pas d'accéder à la classe moyenne. Il y a également la poursuite d'études, puisque la compétition scolaire pousse plus loin. Donc et vous voyez qu'aujourd'hui le cœur de la classe moyenne, c'est plutôt bac plus 2, bac plus 3. Moi je suis de l'ancienne école, c'était bac plus 2, maintenant donc on a déjà monté d'un cran. Donc c'était les très nombreux BTS et IUT qui ont été créés partout en France, notamment dans des départements comme les vôtres, pour accompagner cette révolution éducative et produire des diplômés qui correspondaient aux nouveaux besoins de l'économie post-industrielle. Mais donc tout ça entraîne des conséquences en cascade. Votre question, c'est dans les risques d'éclatement ou de fragmentation de la société. Alors on peut le prendre au début de l'échelle scolaire, enfin du parcours scolaire, et puis au sommet.
Historiquement, vous savez qu'en France, et notamment en Bretagne, c'était assez chaud, il y avait les deux écoles, la laïque et l'enseignement privé. Historiquement, ici notamment, en Bretagne, on allait dans le privé parce qu'on était de famille catholique, des convictions qui nous poussaient à aller dans ce type d'établissement. Et on allait dans l'autre côté parce qu'on était justement de la laïque et on ne voulait pas aller chez les curés et les calotins. Hein, la guerre des boutons, c'est là-dessus. Hein. Il y a les deux camps, il y a les calotins et les autres, c'est les deux villages. Bon. Aujourd'hui, la pratique religieuse catholique étant ce qu'elle est, on a 5% de Français qui vont à la messe tous les dimanches. On était à 35% dans les années 60, donc ça s'est effondré. Mais on a toujours notre réseau d'écoles privées. Et les écoles privées, aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, elles ne recrutent plus d'abord sur une base religieuse ou confessionnelle ou culturelle, mais avant tout sur statut social. Et donc il y a une segmentation très forte qui s'opère là-dessus et qui s'accélère. Ça, c'est pour le bas, le début du parcours scolaire. Donc il y a des éléments, vous voyez, qui sont plus discriminants qu'ils l'étaient par le passé, parce qu'avant, c'était sur d'autres bases que ce clivage s'opérait. Et puis il y a tout ce qui se passe tout en haut de l'édifice. Alors là, on est sur une population qui est assez limitée, mais moi, ça me frappe beaucoup. Vous avez aujourd'hui, au niveau master ou autre, toute une partie, la totalité des cursus qu'on dit sélectifs, donc grandes écoles, commerce ou ingénieurs, où on a systématisé ce qu'on appelle l'année de césure, c'est-à-dire l'année à l'étranger. Et donc on part, donc c'est Erasmus puissance 50, là, on part à l'étranger. Et donc on a tous ces jeunes qui aujourd'hui acquièrent cette ouverture internationale, maîtrise de l'anglais sur le papier parfaite, ça laisse un peu désirer, et ceux qui ne l'ont pas. Et donc il y a aujourd'hui, vous voyez, une ligne de clivage très forte dans cette population des diplômés entre ceux qui ont ce degré d'ouverture internationale et les autres. Et c'est un facteur qui n'existait pas il y a encore 25, 30 ou 40 ans. Je dis souvent, quand François Hollande ou Nicolas Sarkozy ont été élus, respectivement, il n'y avait pas d'identification dans le pays profond sur ces deux personnalités, parce que même dans le centre Bretagne, on sait ce que c'est que Neuilly, donc on dit, bon, lui, il est maire de Neuilly, il ne nous ressemble pas. On sait aussi en centre Bretagne ce que c'est qu'avoir fait l'ENA, la Cour des comptes pour François Hollande. Donc bon. Mais quand au bout de quelques mois de mandat, ils participaient à un G20, et puis qu'au journal de 20h, on les voyait bredouiller 2 ou 3 phrases en anglais, il y avait un énorme ouf de soulagement qui parcourait toute la France en disant « Bon, en fait, ils sont aussi nuls en anglais que nous, donc ils font quand même partie de la famille. Bon. » Ce phénomène-là, il ne marche plus avec Emmanuel Macron, qui se débrouille très bien en anglais. Donc vous voyez qu'il y a cette fracture culturelle sur la maîtrise de l'anglais, sur le degré d'ouverture, qui est consécutive à cette révolution éducative et qui va créer un certain nombre de clivages et qui en crée déjà dans la société. Et notamment dans une région comme la Bretagne, où on a précocement eu des bons résultats scolaires, et donc on produit massivement des diplômés, mais au sein de ces diplômés, on va avoir aujourd'hui des segmentations sur justement ce degré d'ouverture. Bonsoir Monsieur Fourquet et Yvick Lemoyle du Kreisbreis, du Centre Bretagne, que vous avez bien voulu citer. Merci pour ce brillant exposé et de vous mettre au niveau de l'auditoire. Une nouvelle preuve de votre pédagogie habituelle, voudrais-je dire. Toutefois, j'ai l'impression que le Manceau s'est un petit peu emmêlé les rillettes sur 1 ou 2 points. Donc j'aurais une interrogation. Les rillettes, ça se mélange, hein, vous savez. Justement. J'aurais donc une interrogation et une correction de l'image rétinienne. L'interrogation, c'est quand vous parlez de la surface agricole utile qui serait restée assez identique. Ça m'étonne un petit peu parce qu'on dit régulièrement qu'on perd un département tous les 10 ans. Donc ça, je voudrais une précision là-dessus. Et la deuxième chose sur l'image rétinienne,
par rapport aux migrations, quand vous dites que plutôt que les gens vont plutôt s'installer dans les coins sympas, c'est déjà commencé puisqu'ils ont rejoint le Crazy Braze, ils envahissent le centre-Bretagne. Voilà, tout à fait. Alors, sur cette statistique là, sur le fait qu'on perd un département tous les 10 ans, c'est sur les statistiques d'artificialisation. Donc, il y a une partie qui est prise sur la surface agricole utile, mais il y a d'autres terres qui sont mises en culture. Et puis, il y a aussi toute une partie de cette artificialisation qui concernait des espaces naturels non agricoles. Donc ça, voilà. Alors, pour ce qui est de l'implantation en Centre-Bretagne, je reviens sur ma carte. On est bien dans cette grande bataille de lutte des places, en disant les meilleurs morceaux, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est vue sur mer, et puis ensuite, on va pouvoir essayer de s'implanter là où on veut. Alors, on a différents parcours résidentiels. On a celui que j'ai indiqué, puis on a aussi des publics, et ça existe notamment dans ce centre-Bretagne dont vous parlez, qui n'y vont pas uniquement un peu sous contrainte budgétaire, mais qui font des choix de vie en disant, nous, on va faire un pas de côté vis-à-vis de la société de consommation, on va faire du circuit court, on va faire autrement. Et donc, on pourrait citer des communes comme Trémargat ou autres, qui est un peu emblématique, mais il y a des phénomènes comme ça qui existent. Alors, ce qui est assez intéressant, nous, on a consacré pas mal de pages dans le livre à la Bretagne, donc mon co-auteur est du Sud, donc fallait qu'on équilibre. Et donc, on a fait un chapitre sur la Drôme, où vous avez aujourd'hui ces différentes populations qui peuvent cohabiter dans le même village, et donc qui ont un rapport au territoire et au mode de vie qui est totalement différent. Alors vous allez comprendre, le titre du chapitre s'appelle le pavillon, le mas et la yourte. Donc vous voyez, donc on a trois. Donc le pavillon, je vais très vite et je caricature, la France périurbaine de type gilet jaune, qui, c'est cette phrase qu'on a beaucoup entendue et qu'on continue d'entendre, j'ai fait construire. Mes enfants ont fait construire à 10 km de Saint-Brieuc. Ils ont pris un prêt au crédit pour faire construire sur 15 ans ou 20 ans. Donc cette France-là, la France du Mas, ici ce serait la Longère ou la belle ferme qui est reprise par le couple de francilien qui a acheté la maison via l'agence de monsieur et qui a embelli tout ça. Et puis souvent sur la même commune, sur une parcelle anciennement agricole, il y a parfois des yourtes ou des tiny houses, comme on dit, qui se sont développés. Et donc on a tous ces modes de vie qui aujourd'hui cohabitent et donc participent aussi à ce côté un peu archipel et un peu kaléidoscope qu'est la société française contemporaine. Et donc je suis sûr que dans le Crazy Braze, on a aussi des illustrations de ce phénomène. Voilà. Ouais. Bonsoir. Vous nous avez parlé donc de désindustrialisation, de commerce, de tourisme, de logistique. Donc le visage de la France a changé. Dernièrement, avec le Covid que l'on vit encore et ce qui se passe en Ukraine, d'autres mots reviennent en avant, notamment la souveraineté, l'autonomie. Est-ce que ça va avoir un impact et ça va rechanger à nouveau le visage de la France? Parce qu'on parle beaucoup de relocalisation de l'industrie, du fabriqué en France, de l'origine France. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on sent déjà les prémices de ces tendances? Alors, merci pour votre question. Donc effectivement, le Covid a accéléré certaines tendances et fait office un petit peu de révélateur au sens photographique du terme. Accélérer certaines tendances, c'est qu'il y avait des choses qui se portaient déjà bien chez nous, qui étaient les circuits courts, produits de nos régions, etc., avant la crise Covid, et qu'il y a eu un coup de fouet encore un peu plus important avec le Covid. Le côté révélateur, c'est quand les Français, ils savaient que ça s'était désindustrialisé, notamment dans certaines régions où ils ont vu les boîtes fermées, mais ils n'avaient pas forcément pris la mesure de l'ampleur du phénomène. Et la crise du Covid a aidé à ouvrir les yeux. Quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus une usine qui était capable de fabriquer il y avait 6 usines en France qui pouvaient fabriquer des masques, mais plus une seule qui fabriquait du FFP2, parce que la dernière, dans votre département, avait été fermée il y a quelques années, et les machines, au moment de la fermeture, sont parties à la ferraille, au prix de l'acier, à la casse. Donc là, on a pris ça. On a vu aussi qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol
qui étaient fabriqués dans l'Hexagone. Et donc là, on s'est dit, bon, on est peut-être allé trop loin. Donc il y a cette prise de conscience, et on voit, nous, dans nos enquêtes aujourd'hui, que les Français aspirent et demandent à ce que le pays se réindustrialise. Sauf que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça ne va pas se faire comme ça. Alors le gouvernement actuel a pris un certain nombre de mesures avant déjà la crise du Covid, en diminuant un certain nombre d'impôts de production. Et pour la première fois depuis très longtemps, depuis 2 ou 3 ans, si vous faites la balance entre le nombre de sites industriels fermés et le nombre de sites industriels soit agrandis ou ouverts, on a une balance qui est positive, alors qui est timide, mais qui est positive. Et donc on peut penser qu'il y a un phénomène de retour qui s'opère, mais qui va être lent et qui, bien évidemment, ne va pas se traduire par le fait que tout ce qu'on a abandonné va, comme par miracle, ressortir de terre. Les t-shirts à 10 € ou à 5 €, on ne les fabriquera jamais en France. Par contre, il y a toute une série de produits qui peuvent être refabriqués ou créés en France. Typiquement ici en Bretagne sur la question de l'agroalimentaire, mais regardons aussi sur la question de la transition écologique, sur toute l'économie circulaire. Et donc c'est aussi, je pense que le Crédit Agricole s'y est déjà attelé, mais un rôle comme une grande banque avec un réseau local très puissant, que d'accompagner aussi la mutation ou le redéveloppement d'un tissu productif dans nos territoires. Donc il y a la prise de conscience, il faut ensuite qu'elle se décline, mais c'est déjà beaucoup que l'état d'esprit ait changé. Vous savez que la désindustrialisation n'a pas touché que la France, mais chez nous, ça a été plus violent qu'ailleurs, parce qu'il y a une politique un peu de laisser-faire, parce qu'il y avait un constat partagé par nos élites économiques et politiques. Vous savez, comme quoi c'était une espèce de fatalité ou de loi de l'histoire. On avait appris à l'école qu'il y avait le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, la mine, le secteur secondaire, l'industrie, puis le tertiaire. Puis on dit, bon voilà, donc on a largué le primaire, bon, maintenant c'est le tour du secondaire, mais c'est pas grave, il y aura le tertiaire demain, etc. Donc le tertiaire, c'est très bien, hein, mais on n'a pas vu tout ce qu'on avait perdu avec ça. C'est en 2000 que ce qu'on appelait un capitaine d'industrie, alors je ne sais pas si le titre lui correspond bien, de M. Tchuruk, qui était le patron de Alcatel, donc ça parle à Lannion, je pense, donc l'héritier de la Compagnie Générale d'Électricité, qui avait théorisé le groupe, en bon français, fabless, c'est-à-dire sans usine. En disant, nous, on n'a besoin que de la R&D, du marketing, et tout le reste, ça ne vaut rien, on le fera fabriquer à l'étranger. Donc ça, c'est 2000. C'est aussi tournant des années 2000 que sous le quinquennat, enfin la mandature de Lionel Jospin, pour la première fois, le ministère de l'Industrie cesse d'être un ministère de plein exercice. Il est rattaché à Bercy. Vous voyez, donc il y avait tout un discours qui disait, voilà, maintenant, l'industrie, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Et donc on a sans doute touché le fond de la piscine. Et donc aujourd'hui, on est sur un mouvement de retour et on peut souhaiter qu'il y a un phénomène de réindustrialisation, mais qui sera compliqué, parce qu'encore une fois, il ne faut pas se leurrer, il y a des savoir-faire entiers qui ont disparu, mais avec cette transition écologique dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent. Parmi les sites industriels qui ont été créés, beaucoup sont rattachés à toute cette économie du recyclage ou de la transition verte. Bonsoir. Au regard de toutes les évolutions que vous nous avez décrites, quelle est pour vous, aujourd'hui et pour demain, la place et la valeur de la relation humaine dans notre société ? Oula. C'est mon bac de philo, là, attention. Hein. Alors, je vais essayer de faire une réponse assez courte. On est dans une société qu'on appelle une société de la consommation, qui fait du client roi le centre de tout. Vous savez qu'en marketing, en bon français là encore, on parle de customer centric, hein, être centré sur le consommateur, sur le client. Bon. On a évoqué tout à l'heure la question de la livraison à domicile, se faire livrer en un clic, etc. etc. Donc il y a une extension de cette relation client-donneur d'ordre, client exécutant, dans de très nombreuses sphères de la vie, et de plus en plus. Je reprends l'exemple de la grande distribution dont on a parlé abondamment. L'étape 1 de la grande distri, c'est le super et l'hypermarché, tout le monde va faire ses courses. Après, depuis le début des années 2000, il y a eu le drive. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui fait les courses à votre place
et vous prenez encore la peine d'aller chercher le caddie une fois que les courses sont faites. Et maintenant, il y a le stade 3, c'est la livraison à domicile. Alors, pas forcément encore dans les zones un peu moins densément peuplées comme les Côtes-d'Armor, mais ça se développe. Si je prends le secteur de la livraison de repas, bon, Deliveroo, Uber Eats, bon, au début, c'était un truc de bobo, etc. etc. À Châteauroux, il y a 90 livreurs Uber Eats recensés à Châteauroux, par exemple. Hein, donc ça se développe énormément. Et donc je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'on est partout maintenant, de plus en plus dans les... Alors, il y a tout le secteur associatif, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui joue un rôle éminemment important, mais dans beaucoup d'autres endroits de nos vies, aujourd'hui, il y a cette relation donneur d'ordre, exécutant. Et de manière un peu provocatrice, on pourrait dire, dans une société de la consommation, si on est tous des clients rois, il faut une armée d'esclaves pour nous servir. Et donc je pense que c'est dans la relation humaine, vous voyez, c'est comment on va réussir à arbitrer dans tout ça, avec, encore une fois, ces tendances profondes. Hein, Jeff Bezos, il est dans le fond de nos cerveaux reptiliens, il se dit, les gens veulent ça. Vous voyez, j'ai vu une pub pour l'enseigne Charal, vous voyez. Et donc la pub, c'est un gros burger avec une flamme en dessous. Et le slogan, c'est « Vous avez la flemme, on a la flamme ». C'est-à-dire, c'est plus la peine de vous bouger, on va vous l'amener, etc., etc. Donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce que ça crée comme relation humaine ? Et où est-ce qu'on met l'humain dans tout ça, hein ? Et encore une fois, tout ce peuple des Gilets jaunes, c'est ce que nous on a appelé les catégories populaires orientées clients. C'est les livreurs, etc., etc. Et donc, c'est ces métiers qui se développent. Et donc, moi, je pense qu'il y a des vrais sujets à regarder. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre de l'humain dans tout ça. Et donc, les initiatives de grands acteurs économiques comme le Crédit Agricole, le soutien ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, à mon avis, c'est fondamental pour, quelque part, mettre un contrepoids. Parce que sinon, la logique de cet nouvel âge du développement de l'économie capitaliste, on a des vrais sujets sur la relation humaine. Merci Jérôme. Je jette un dernier coup d'œil, mais je pense que vous allez rester avec nous encore quelques minutes avant de nous quitter. Merci, on peut applaudir Jérôme Fourquet. Et je vais inviter Olivier et Michel à nous rejoindre pour conclure cette soirée. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, parce que j'ai perdu mon truc là. Je voulais surtout vous remercier, Jérôme. Merci, c'était très intéressant. Merci à vous tous aussi pour les questions. Si vous n'avez pas encore lu l'ouvrage La France sous nos yeux, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il vous sera possible de l'acheter ce soir grâce à la FNAC de Saint-Brieuc qui a accepté d'avoir ce stand. Et Jérôme a accepté de dédicacer aussi si certains d'entre vous le souhaitent. Donc voilà, bonne lecture pour prolonger la soirée et l'exposé de ce soir et approfondir les sujets et en découvrir bien d'autres encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également pour la présentation. Et j'ai compris qu'il y avait de l'avenir dans les côtes du Nord. D'ailleurs, quelle que soit la côte ou le Crest-Braze, je sais qu'il y a de l'avenir et il y a du potentiel dans cette région bien diversifiée qui peut accueillir tout le monde. Donc, merci pour cette présentation. Alors, je vais faire des remerciements. Remerciements à vous tous d'être présents ce soir et de nous avoir accompagnés sur cette Assemblée Générale, réunion d'information. C'est un grand plaisir en tout cas de se revoir en présentiel, en direct, pour pouvoir échanger. Je vais remercier les équipes qui ont animé et préparé cet après-midi, cette soirée. C'est une réussite, donc on est très, très, très satisfait de cette rencontre. Et puis maintenant, je vais vous proposer de continuer les échanges autour d'un verre et d'un casse-croûte et d'un cocktail, enfin voilà ce que vous voulez. Merci à vous, bonne soirée.